L'ombre du clocher. L'imprimante, premier épisode. Écrit par Stefano Vignaroli. Narratrice Delphine. Publié par TechTime. Préface. Jésus ne semblera plus le même lorsque vous aurez lu L'imprimante, le premier épisode de la trilogie L'ombre du clocher. Est le dernier roman de Stefano Vignaroli. Il raconte les événements parallèles de la jeune et fascinante archiviste Lucia Baldeschi et de l'ancêtre homonyme qui vécut 500 ans plus tôt. Pour les lier un mystère dont les traces sont cachées dans les pierres, dans l'architecture et dans les textes historiques de la ville. Roman captivant et inoptique. Oui, car sans s'en rendre compte, le lecteur finit par prendre le point de vue du savant, aux yeux desquels rues et bâtiments perdent leur beauté austère et détachée, pour devenir les témoins solennels d'un sombre passé. Des passages secrets, des bois infestés de brigands, de vaillants guerriers et mercenaires, de présumées sorcières et demoiselles impuissantes, de hauts prélats et frères, nobles et plébéiens. Ce sont eux qui peuplent et ils animent l'action, dans un crescendo constant de tension, dans lequel les lieux ne sont pas l'arrière-plan, mais deviennent partie intégrante et subjective d'un récit captivant. Un roman historique dans tous les sens, aussi et surtout par la capacité de l'auteur à faire revivre les us et coutumes de toute une société, celle de Jésus. Hier comme aujourd'hui, riche en mérite, mais non sans défaut et lâcheté, à quoi personne, pas même le protagoniste, si authentique et vrai, ne sera à l'abri. Marco Torcoletti. Après avoir publié 3 romans policiers, thrillers, j'ai pensé qu'il était presque impossible d'aborder un roman historique. Mais la passion pour l'histoire de ma ville a déclenché le bon ressort en moi pour m'attaquer à ce nouveau métier. Il est évident que le personnage et les faits, tout en s'inspirant d'événements historiques véritablement documentés, sont en grande partie de purs fruits de mon imagination. J'ai délibérément laissé les noms des lieux et des familles Jersey importantes inchangés, juste pour rendre la narration aussi réaliste que possible. Si je réussis dans l'intention, qui est celle de tout écrivain, d'intéresser le lecteur et de le maintenir collé aux pages du livre jusqu'au mot « fin », le public jugera. J'ai fait de mon mieux les phrases ardues au lecteur. L'intrigue se déroule dans un Jésus Renaissance, plein de l'art et la culture, dans lesquels de nouveaux et somptueux palais s'élèvent sur les vestiges de l'ancienne ville romaine. La jeune Lucia Baldeschi est la petite fille d'un cardinal diabolique, un tisserand d'intrigues sombres visant à centraliser le pouvoir temporel et ecclésiastique entre ses propres mains. Lucia, une jeune fille à l'intelligence marquée, se lie d'amitié avec un typographe, Bernardino, avec qui elle partagera la passion de la renaissance des arts, des sciences et de la culture qui caractérise la période dans toute l'Italie. Elle se retrouvera prise entre le devoir d'obéir à son oncle, qui l'a fait grandir et éduquer au palais en absence de ses parents, et l'amour passionné pour Andrea Franciolini, fils du Capitano del Popolo et désigné victime de la tyrannie du cardinal.
l'histoire est également racontée à travers les yeux de Lucia Balleani, une jeune chercheuse descendant de la famille noble. En 2017, exactement 500 ans après les événements, ce dernier découvre des documents anciens dans le palais familial et reconstitue toute l'histoire complexe dont les traces avaient été perdues. Chapitre 1. La magie n'est pas de la sorcellerie. Bernardino savait bien qu'il vivait à une époque où il était vraiment dangereux de donner un texte à la presse sans avoir obtenu l'imprimatur ecclésiastique. Si d'ailleurs le texte était blasphématoire et offensait l'Église officielle, propulsant des doctrines contraires à elle, risquant l'enjeu non seulement des livres imprimés, mais aussi de l'auteur et de l'éditeur. Son imprimerie, Via del Botteghe, se porte bien. Le XVIe siècle venait de commencer et Bernardino s'était fait connaître comme typographe dans toute l'Italie pour avoir remplacé les caractères mobiles en bois par ceux en plomb, beaucoup plus résistants et durables. Avec le même cliché, il réussit à imprimer 1000 exemplaires, contre les 300 que ses prédécesseurs de l'école allemande imprimèrent avec les stéréotypes dans le bois. Même si manipuler ce métal créait de nombreux problèmes de santé, il avait détecté sur 30 ans plus tôt l'imprimerie de Federico Conti, un Véronais qui avait fait fortune à Jesi. Créer la première édition imprimée entièrement italienne de la Divine Comédie du grand poète Dante Alighieri. Conti avait rapidement atteint le sommet de sa fortune, tout comme il était bientôt tombé en disgrâce. Bernardino en avait profité et avait acheté la merveilleuse imprimerie pour peu d'argent. Avec le calme et la patience typiques de ceux qui venaient de la campagne jesino. Bernardino était originaire de Staffolo. Il avait développé son entreprise au plus haut niveau sans jamais se mettre en contraste avec les autorités. Toujours honoré et vénéré. Jusque-là, l'œuvre la plus importante à laquelle il s'était consacré avait été une histoire de Jesi, des origines à la naissance de Frédéric II, basée sur ce qui a été transmis par la tradition orale et sur des documents historiques, des manuscrits anciens, des contrats, des cartes et tout ce qui a été conservé dans les palais des familles nobles de Jesi, Franciolini, Santoni et Guilieri. Pietro Grisio et lui-même avaient travaillé à la rédaction de l'ouvrage. Même s'il n'était pas un vrai écrivain, à force de préparer des épreuves à imprimer, il avait en fait acquis une très bonne connaissance de la langue italienne, un ouvrage qu'il n'avait pas encore terminé et qui ne sera imprimé par ses successeurs qu'en 1578, après un travail considérable de revisite et de finition. Un ouvrage qui aurait été pendant longtemps la source historique la plus importante sur la ville de Jesi et dont il se serait inspiré après environ 2 siècles au-delà. Baldassini, pour ses souvenirs historiques de la ville antique et royale de Jesi, et Annibaldi pour son Guida di Jesi, qui est apparu au même début du XXe siècle. Un grand et important travail, toujours en cours, laissé ouvert à la publication d'un livret commandé par une petite fille dans la vingtaine. Qu'est-ce qui a traversé l'esprit de Bernardino lorsqu'il a imprimé un livret dédié au culte païen de la déesse mère et au traitement aux herbes médicinales? L'inquisiteur en chef de la ville, le cardinal Artemio Baldeschi,
aurait pu à tout moment faire irruption dans sa boutique. Peut-être à l'initiative de notre imprimeur jaloux de ses succès. Et tout cela pour rendre service à la nièce du cardinal, Lucia Baldeschi. Avait-il perdu la tête sur cette demoiselle à 50 ans? Non, peu probable, se dit l'imprimeur. Je n'ai certainement pas réussi à endurer une nuit d'amour avec une jeune pouliche, même si, bien que l'idée même de pouvoir toucher ses mains avec les siennes l'excitait un peu. Mais cela repoussait ses impulsions dans les recoins les plus intimes de son esprit. En échange de l'impression du manuel, la jeune sorcière avait promis à Bernardino un remède efficace contre la sciatique qui tourmentait depuis ces années et une pommade qui le protégerait d'absorber la poussière de plomb à travers la peau craquelée de ses mains. La faute de votre anémie et de vos douleurs osseuses est le fil que vous manipulez chaque jour. Il est absorbé par la peau et en inhalant sa poussière pendant que vous respirez. Si vous voulez vivre plus longtemps, suivez mes conseils. Lucia était une jeune femme. À l'époque, elle avait 20 ans, plutôt grande, brune, avec des yeux noisettes, toujours en mouvement. Cherchant avec curiosité chaque détail, rien ne lui échappait de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait une audition très fine et aussi une capacité de prévoyance. Il a également pu guérir avec des herbes et des remèdes naturels une grande variété de maladies. C'était ce que savaient officiellement ceux qui la connaissaient. En réalité, Lucia était dotée de pouvoirs inconnus de la plupart des gens ordinaires, mais elle essaya de ne les révéler à personne, d'autant plus qu'elle vivait sous le même toit que son oncle. C'était une fillette de 9 ans quand, témoin de l'incendie de Lodomila, rue Guéry, sur la place publique, elle a été choquée par le spectacle horrible de l'exécution. La grand-mère a tenu sa main dans la foule en attendant que les condamnés sortent de la forteresse au sommet de Salita della Morte. La femme, chevauchant un mulet, les mains liées à ses rênes, ses vêtements déchirés, qui lassaient à découvert sa nudité, était visiblement éprouvée par les tortures que les inquisiteurs lui avaient infligées pour avouer ses péchés. Ils avaient un œil au beurre noir, une épaule disloquée, et quand elle était descendue par le mulet, elle pouvait à peine se tenir debout. Elle était attachée à la perche, les bras levés pour ne pas s'effondrer à genoux. Ensuite, le bois était placé sous ses pieds et autour de ses jambes. Un prêtre s'approcha d'elle avec la croix. « Niez-vous Satan !» En réponse, Lodomila avait craché sur la croix et le prêtre et les flammes avaient été mis sur la pile. Les cris de la femme en feu étaient inhumains. Lucien ne pouvait pas les supporter et elle avait pensé intensément que s'il se mettait à pleuvoir abondamment à ce moment-là, l'eau éteindrait le feu et la pauvre femme pourrait être sauvée d'une manière ou d'une autre. Il leva les yeux vers le ciel et le vit rapidement se remplir de nuages noirs menaçant la pluie. Lucia comprit qu'il lui suffisait d'ordonner aux nuages de pleuvoir et le déluge se déchaînerait. La grand-mère, qui connaissait le potentiel de la petite fille, à qui elle avait commencé à enseigner les premiers rudiments de la magie, l'arrêta aussitôt que à l'heure. « Si vous ne voulez pas finir comme Lodomia, retenez vos instincts. » C'est la déesse qui a tourné notre amie vers elle-même.
Sinon, avec ses arts magiques, elle aurait échappé aux flammes. Bientôt, elle cessera de souffrir et son esprit sera accueilli par la bonne déesse. Il y eut un grondement de tonnerre, mais pas une seule goutte d'eau ne tomba. Bientôt, les nuages s'éclaircirent et le ciel s'éclaircit. Le bleu du jour de fin mai n'était traversé que par la colonne de fumée noire qui montait du bûcher. Lodomia était maintenant une braise sans vie. Quelqu'un a continué à lancer des fagots et à alimenter le feu jusqu'à ce que les cendres de la sorcière restent. Depuis ce jour, Lucia avait senti qu'avec ses pouvoirs, elle pouvait dominer les différents éléments de la nature, les mettant à son service, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Sa grand-mère avait essayé de la guider sur le chemin de la maîtrise de ses arts magiques. Elle lui avait appris à reconnaître les herbes médicinales et toxiques, celles aux effets étonnants et celles au pouvoir magique présumé. Il lui avait appris à lancer des sorts et à fabriquer des talismans et, à l'âge de 14 ans, lui avait dit « Seules les sorcières les plus puissantes peuvent contrôler les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Leur union est représentée par la quintessence, par l'esprit qui peut se lever haut, vous faire voler et du ciel vous permettre de voir des choses que vous ne verriez pas autrement. Tu peux avoir le passé, prévoir l'avenir, converser avec les esprits de nos ancêtres ou écouter ce que moi ou quelqu'un d'autre qui vous est cher voudrait vous dire même sans être proche de vous. Vous pouvez pénétrer l'esprit des autres et lire leurs pensées les plus intimes. Je te crois peut-être en mesure d'utiliser toutes ces facultés, mais rappelez-vous, utilisez-les toujours pour le bon. La magie noire, celle utilisée à des fins perverses, se retourne tôt ou tard contre ceux qui l'ont pratiquée. » En disant cela, elle avait ouvert un ancien coffre et avait apporté à sa nièce un ancien manuscrit recouvert d'un étui de cuir noir sur lequel était gravé un pectacle, une étoile à 5 branches inscrite dans un cercle. C'était le journal de famille qui se transmettait de mère en fille, en l'occurrence de grand-mère en petite-fille, car la mère de Lucia était décédée alors qu'elle était encore très jeune. Le journal dans lequel chaque sorcière rapportait ses expériences, les sorts inventés, les guérisons obtenues, les expériences magiques que chacun avait l'opportunité de vivre, de sorte que la connaissance et la sagesse augmentaient avec le temps. Lucia a compris qu'elle était désormais capable de contrôler les 4 éléments lorsque, en se concentrant, elle a réussi à matérialiser une sphère semi-fluide qui flottait entre ses mains en coupe, se détachant des paumes relatives de très peu d'espace. La sphère n'était autre que son esprit, mélange de couleurs qui, filant, se mélangeait à certains moments pour donner des nuances infinies, à d'autres se dessinaient comme si chaque élément voulait reprendre sa nature et se détacher des autres. Elle a reconnu l'air de couleur jaune, la terre de couleur verte, l'eau de couleur bleue et le feu de couleur rouge. Elle pouvait ordonner à chacun de ces éléments de faire ce que son esprit souhaitait, pour le meilleur ou pour le pire. Si, par exemple, elle voulait utiliser le feu, son esprit sélectionnait cet élément et une boule de feu pouvait partir de la sphère, plus ou moins grande selon les besoins. Allumer le feu dans le braise était la chose la plus simple au monde. Il suffisait que le bois soit prêt à être allumé. Une petite boule ignée fut dirigée par Lucia vers lui. Aussitôt, il y eut un joli feu de joie crépitant. Mais ses pouvoirs pouvaient aussi être dangereux. Un jour, une fille de son âge
une certaine Elisabetta s'était agressée à elle dans la rue, se moquant d'elle parce qu'elle avait maintenant 15 ans et qu'aucun jeune homme ne s'était tourné vers elle. « Ils disent que tu es une sorcière. Aucun homme ne voudra de toi, car ceux comme toi ne font l'amour qu'avec le diable. Le fait est que ceux avec toi, quoi tu t'accouples, n'est pas le diable, mais la chèvre de Tonio, le fermier qui a la terre vers la rivière. » Lucia lui lança une boule de feu, aussi grosse qu'elle n'en avait jamais fait jusque-là. Et les vêtements et les cheveux de la victime prirent feu. Puis elle invoqua l'air, leva les bras au-dessus de sa tête et, avec des mouvements circulaires de la même, donna naissance à un vortex qui se détacha d'elle en direction de l'autre fille. Le vent alimentait encore plus les flammes. Elisabeth sentit la douleur lancinante sur sa peau et se mit à crier. Puis Lucia se souvint des recommandations de sa grand-mère et eut pitié de cette impertinente. Elle a demandé de l'eau et provoqué une averse soudaine, puis a demandé à la terre de lui fournir des herbes, puis une compresse apaisante à appliquer sur le coup de soleil de la fille. Dans l'ensemble, rien de grave ne s'était produit. La fille n'avait qu'une tunique à moitié brûlée et une peau rougie, mais aucune bulle ne s'était formée non plus. Elle aurait dû se couper les cheveux, que ce qui restait s'était plissé de telle manière que cela ressemblait à un porc-épic, mais ensuite il repousserait. « Ne te gêne plus, la prochaine fois, je ne pourrai peut-être pas m'arrêter. »« Sorcière, je vais vous dénoncer aux autorités. Vous allez être brûlés vifs sur le bûcher, sur la place publique, et je vais regarder les flammes te consumer. Sorcière, sorcière !» Ces mots lui ont rappelé l'exécution de la sorcière Lodomia, dont elle avait été témoin lorsqu'elle était enfant. Sans dire plus de mots et sans faire à nouveau appel à ses pouvoirs, Lucia quittait cet endroit, espérant que l'histoire éventuelle d'Elisabetta n'avait pas été prise au sérieux et retourna chez elle au Palazzo Baldeschi, un immense bâtiment surplombant la place du marché. Le palais avait terminé son expansion il y a quelques années sur la place d'une construction datant de plus de 3 siècles plus tôt. À la demande de son oncle, le cardinal Artemio Baldeschi, qui était plus tard le frère de sa grand-mère. La somptueuse résidence était située entre la nouvelle église de San Floriano et la cathédrale. Cette dernière était une belle église de style gothique, enrichie de belles flèches sur la façade, avec un grand intérieur à 3 nefs, capable d'accueillir plus de 2000 fidèles. Malheureusement, il a été construit sur la base du temple de Jupiter et des anciens thermes romains, sans que celui qui l'avait construit à l'époque se souciait trop de fortifier les fondations. Le bâtiment n'était donc plus sûr et aurait dû être démoli pour faire place à une nouvelle église dédiée au saint patron de la ville, San Settimio, dont les reliques étaient conservées dans la crypte de l'ancienne cathédrale. Pour l'instant, le cardinal célébrait la Sainte Messe tous les dimanches dans l'église de San Floriano et avait également obtenu que le couvent attenant, qui devait être destiné aux frères de l'ordre dominicain, devienne à la place le siège du tribunal de la Sainte Inquisition. Il étant inquisiteur en chef. Les dominicains avaient donc été relégués dans un couvent plus en aval. Malheureusement, il a été construit sur la base du temple de Jupiter et des anciens TH construits
dans un ancien bâtiment du XIIe siècle, près de l'église de San Bernardo et du couvent des Clarisses de la vallée. Le cœur de Lucie se serra quand, après quelques jours, elle fut convoquée par son oncle Artemio à son bureau, dans l'autre aile du bâtiment, de celle habitée par elle et sa grand-mère. Le bureau de l'oncle était une grande pièce, richement meublée, les murs ornés de tapisseries, le sol en partie recouvert d'un énorme tapis. Un mur entier était occupé par une bibliothèque contenant des textes sacrés et profanes, des manuscrits d'un travail exquis et quelques textes imprimés, y compris une copie de la Divine Comédie de Dante Alighieri, réalisée des années plus tôt par Federico Conti dans son imprimerie Gessina. Lucia aurait donné à qui sait quoi consulter ces textes, mais cela avait toujours été strictement interdit. L'odeur de velours qui recouvrait les chaises et les fauteuils contribuait à rendre l'air de la pièce lourd et irrespirable, presque au bord de l'étouffement. Les fenêtres donnant sur la place permettaient au cardinal de jeter son regard sur le centre névralgique de sa ville, gardant sous contrôle ses illustres concitoyens, mais elles étaient toujours hermétiquement fermées pour éviter que les bruits de la place et des rues ne perturbent la concentration des plus hauts prélats du lieu. Le bureau cardinal lui a permis d'être au-dessus de tout autre bureau politique, pouvant également contester toute décision du Capitano del Popolo, qui résidait dans le palais du gouvernement, mais très éloigné. Le pouvoir qui lui a été conféré par le pape Alexandre V est confirmé par ses successeurs Pie III, Jules II et Léon X. Le cardinal offrit sa main annelée à sa nièce pour l'embrasser, puis l'invita à s'asseoir sur l'une des chaises massives disposées devant son bureau. « Lucie, ma chère nièce, tu n'es plus une enfant. Et le moment est venu de te trouver un homme qui soit un digne mari. S'il n'y a pas d'autre jeune dans vos pensées, je voudrais proposer le fils du capitaine du peuple, Andrea. Il a 20 ans, c'est un beau jeune homme, et il est doué pour monter et manipuler les armes. » Il se tourna vers elle, en nettoyant les verres de ses lunettes vénitiennes de fabrication exquise avec un petit chiffon. En entendant que la jeune femme réponde, il respira à nouveau sur les lentilles, les frotta soigneusement avec le chiffon, puis mit les lunettes, fixa son regard pénétrant dans les yeux de Lucia. Le cardinal, presque 60 ans, mis à part ses cheveux gris, était encore une personne forte et robuste, avec une silhouette grande et élancée. Les yeux bruns aux yeux perçants se détachaient sur la peau pâle de son visage qui, malgré son âge, ne paraissait toujours pas sillonné de rides évidentes. Ce n'est que dans ces rares moments où il souriait que des pattes d'oie se formaient sur les côtes de ses yeux. Lucia savait que ce n'était certainement pas la raison pour laquelle elle avait été convoquée, et elle essaya de pénétrer l'esprit de son oncle pour savoir ce qu'il voulait réellement, mais ses pensées étaient scellées derrière des barrières invisibles et très résistantes. Sa grand-mère l'avait prévenue. L'oncle Artemio faisait partie de la famille et, comme tous ses membres, avait des pouvoirs peut-être plus forts que ceux de tous, pourtant en apparence et aux yeux du peuple. S'il est sorcier aussi, pourquoi combat-il ses semblables?
demanda un jour Lucia à sa grand-mère. Parce que c'est de leur défaite qu'il est capable de augmenter ses pouvoirs. Ne lui tourne jamais le dos. Ne lui faites jamais confiance. S'il découvre que vous êtes une créature dotée de puissants pouvoirs, même si vous êtes sa nièce, il n'hésitera pas à vous condamner au bûcher et à vous regarder brûler, tandis que vos pouvoirs lui sont également transférés. Quand tu es en sa présence, ne pense pas, il lit tes pensées, même les plus cachées, et de plus, il t'empêche de lire les siennes. Et c'était vrai. À ce moment, Lucia éprouvait qu'elle ne pouvait en aucune manière pénétrer son esprit. C'était comme si elle n'avait aucune pensée et pourtant elle devait les avoir. Je devrais savoir si je l'aime, le connaître et comprendre si je peux tomber amoureuse de lui. Tomber amoureux? Quel grand mot! Dans les familles nobles comme la nôtre, nous nous marions sur la base d'un contrat. La famille trouve un bon match pour la fille et elle honorera son mari choisi. Mais je veux te rencontrer. Le capitano del Popolo et moi, Guglielmo de Francilioni, organiserons une fête au cours de laquelle vous et Andrea apprendrez à vous connaître. Et maintenant, vas-y, je te ferai savoir quand la fête aura lieu. Sans répondre, Lucie s'était déjà levée de sa chaise et s'apprêtait à partir lorsque le cardinal lui parla de nouveau. « Ah, j'ai oublié, dit-il, comme si c'était quelque chose dont il ne se souciait pas du tout. Ils m'ont dit qu'il y a quelques jours, vous avez sauvé une de vos amies qui avait ses vêtements en feu. Brava, nous, Baldeschi, devons nous distinguer dans cette ville et montrer que nous aidons les autres en toutes circonstances. » À ce moment, Lucia avait la perception de l'esprit de son oncle qui cherchait les coins les plus reculés de son cerveau. Il ne pouvait toujours pas se dire de ne pas penser, mais à essayer de se souvenir de leur scène dans sa pensée d'une manière différente de celle qui s'était produite dans la réalité. Ici, Elisabetta s'était approchée du feu de joie que le maître teinturier avait allumé devant son atelier au début de la descente du fort, pour faire bouillir la marmite d'eau dans laquelle elle aurait plongé les tissus à teindre de ses couleurs vives. Un coin de l'habit de la jeune fille avait été léché par les flammes qui s'étaient élevées en un éclair et lui avaient brûlé les cheveux. Heureusement, il a soudainement commencé à pleuvoir et Lucia, qui passait par hasard, a observé sa peau rouge et a sorti de sa soco un pot de pommade à base d'aloès et de lin, un remède naturel pour coups de soleil que ma grand-mère a préparé. « Bien joué, je suis fière de vous », a répété le cardinal. Lucia quitta la pièce, espérant dans son cœur qu'elle avait mis son oncle sur écoute, même si elle ne pouvait pas en être sûre. S'il sait vraiment que je suis une sorcière et que j'ai des pouvoirs, qu'il pourrait m'envier, que fera-t-il? Va-t-il me garder sous contrôle jusqu'à ce qu'il ait confiance en mes capacités, puis me claquer sans pitié, sans impieux et me regarder mourir dans les flammes? Alors, pourquoi me proposer un mari? Eh bien, c'est peut-être un jeu politique. Marier sa nièce avec le fils du capitaine du peuple augmentera encore son pouvoir temporel sur cette ville, où trop d'habitants se font encore appeler gibelins. Je ne serais pas surpris que l'oncle veuille centrer le pouvoir religieux et politique sur lui-même. Soyez sur vos gardes, Lucia, et ne vous laissez pas duper ni par votre oncle,
ni par ce jeune Andrea. Il aurait aimé en savoir plus sur Andrea. Avant même de le rencontrer à la soirée officielle, qui sait quand cet événement aura lieu? Si l'oncle s'était exposé, il était certain qu'il ne tarderait pas à venir pour l'organiser. Plongée dans ses pensées, elle traversa le long couloir qui la ramenait vers l'aile de l'immeuble où elle habitait. Au bout du couloir, il descendit l'escalier, se retrouvant en rez-de-chaussée dans le couloir correspondant à la porte d'entrée. Elle allait devoir monter les escaliers devant elle pour rejoindre ses appartements. À sa droite, par une porte en bois, on pouvait accéder aux écuries. Le Maroc, son étalon préféré, sentit sa présence et hennit pour saluer la jeune fille qui fut tentée de pousser juste avec la porte pour entrer et aller caresser le cheval noir. Mais son attention a été attirée sur une autre porte en bois qui menait au sous-sol de l'immeuble. Habituellement, cette porte était verrouillée, mais aujourd'hui, elle était étrangement entr'ouverte. Sa grand-mère l'avait averti plus d'une fois de ne pas s'aventurer dans le sous-sol. En bas, il y avait un labyrinthe dans lequel il était facile de se perdre, représenté par les rues et les salles des anciens bâtiments de l'époque romaine. En fait, tous les bâtiments les plus récents reposaient leurs fondations sur les anciennes constructions romaines. La curiosité de Lucia était trop forte. Elle pensait que si ces ravins, qui étaient aujourd'hui des tunnels, des galeries et des caves, avaient été autrefois habités, les esprits des anciens habitants auraient pu lui parler, lui raconter des histoires, lui confier leurs craintes et leurs sentiments. Après tout, le Palazzo Baldeschi correspondait parfaitement à ce qui, à l'époque des Romains, était l'acropole, le forum, le centre commercial et politique de la ville. Il y avait des temples, il y avait des benz, un peu plus loin, là où se trouvait maintenant le tout nouveau palais du gouvernement. Il y avait un immense amphithéâtre, plus près des murs ouest de la ville, la grande citerne de ravitaillement d'eau. Il fera sombre là-bas, pensa Lucia. J'aurais besoin d'une source de lumière. Il est entré dans l'écurie et a fait 2 cajoleries au Maroc. Qui a réclamé la carotte de la fille lui apportait en cadeau. Lucia le sortit de ses poches et l'animal ne tarda pas à le perdre délicatement avec ses lèvres de ses mains. Elle caressa le cheval sur l'arête du nez, à la recherche d'une lanterne. Il la vit, la décrocha de l'ongle auquel elle était attachée. Vérifia qu'elle était chargée d'huile, puis concentra son regard sur la mèche qui prit feu en quelques instants. Il mit la flamme à feu doux, sortit de la grande et s'aventura dans les escaliers caouteux qui menaient dans les entrailles de la terre. Même si la terre était l'un des éléments sur lesquels il contrôlait, il en avait un peu peur à l'époque. Il semblait que cet escalier ne finirait jamais. Il était si long, mais c'était peut-être juste l'impression de Lucia. Finalement, elle quitta la dernière marche avec son pied. L'humidité était trop forte là-bas. La sueur gelait sur la fille et son souffle se condensait en petits nuages de vapeur. Il a soulevé la flamme de la lanterne. Il y avait plusieurs couloirs bordés de pierres anciennes et de murs de briques brutes. L'un très long, perdu dans l'obscurité devant elle. Sa grand-mère lui avait dit qu'il y avait un long passage qui pouvait être utilisé pendant les sièges
pour traverser les lignes ennemies et se procurer des fournitures pour les personnes assiégées et des armes pour les défenseurs de la ville. Ce passage sortait même de la résidence de la campagne de la famille Baldichi, au début de la route de Monsanto, ville située à quelques lieues de Jesi et qui a toujours été un allié historique de notre ville. À sa droite, sous-sol de la cathédrale, peut-être même jusqu'à la crypte qui abritait les reliques du Saint Septime. Le tunnel à sa gauche aurait pu le conduire à la base de l'église de San Floriano, comme à l'ancienne citerne romaine. Qui sait si ce dernier était encore plein d'eau, se demanda Lucia. Elle décida d'aller à sa droite vers le sous-sol de la cathédrale et bref, elle se retrouva dans une petite chapelle carrée. 4 statues de marbre blanc, sans tête comme des colonnes, soutenaient la voûte en croix de la chapelle. Selon toute probabilité, il s'agissait des statues qui ornaient autrefois les thermes romains, dépourvus de tête, empilées dans un coin sombre caché. Elles avaient été utilisées par ceux qui avaient conçu la cathédrale à l'époque comme des colonnes. Au centre de la chapelle, sous la voûte soutenue par des arcs gothiques, un petit autel en pierre servait de cadre en reliquaire contenant les reliques du premier évêque de Jesi, Septime. Le saint, comme beaucoup de chrétiens de l'époque, avait été martyrisé à la demande des autorités romaines. Le directeur romain qui dirigeait la ville de Jesi avait ordonné sa décapitation après que Septime eut converti la plupart de la population au christianisme, y compris la fille du gouverneur. Septime était considéré comme un ennemi dangereux de l'Empire romain et exécuté. Les ossements avaient été volés par les premiers chrétiens pour les sauver de la profanation des païens, et si bien cachés que pendant des siècles et des siècles, personne ne savait où ils se trouvaient. Le saint a été décapité en croix 104 et sa dépouille mortelle n'a été retrouvée qu'après 1165 ans, même en Allemagne. Quelle étrange humanité, se dit Lucie. Le même traitement que les Romains réservaient aux premiers chrétiens persécutés, maintenant l'Église catholique semble la réserver à ceux qui ne pensent pas comme elle. Quiconque s'écarte de la doctrine officielle est accusé d'hérésie et peut finir tué sur la place publique. Les sorcières, les hérétiques, les juifs sont jugés et brûlés sur le bûcher, uniquement parce qu'ils ont le courage d'exprimer leurs idées et leurs connaissances. Eh bien, maintenant, l'Église se met en colère contre les hérétiques. Un jour, dans le futur, une autre fonction prendra le relais et peut-être que les chrétiens seront à nouveau persécutés. Pourquoi ne doit-il pas y avoir de justice dans ce monde? Quel est ce Dieu qui permet à tant de méchanceté d'exister dans le monde, mais surtout dans le cœur de l'homme? En suivant le cours de ses pensées, une faible lame de lumière génère par un soleil proche du coucher du soleil parvint à filtrer à travers une petite fenêtre à meneaux située en hauteur en correspondance avec l'abside de la cathédrale au-dessus, éclairant cette zone dans laquelle les têtes des statues romaines étaient empilées. L'attention de Lucia se concentra sur certains détails qu'elle n'avait pas pu remarquer auparavant près de ces têtes gravées dans la pierre.
il y avait plusieurs siècles. Une sorte de pentacle avait été dessiné sur le sol en terre battue, différent de celui qu'elle avait l'habitude de voir dessiné sur la couverture du journal familial, qui lui avait été remis quelque temps auparavant par sa grand-mère. Le dessin semblait asymétrique. Il représentait une étoile à 7 branches faite en dessinant une ligne continue à l'intérieur d'un cercle. Chaque point de l'étoile croisait un point sur la circonférence, en correspondance de chacun desquels il était écrit en caractères hébreux, dont Lucie ne connaissait pas la signification. En correspondance de chacun de ces points, la trace de fonte de cire était visible, laissée par une bougie qui y avait été allumée. Au centre de la figure, 2 poupées de chiffon, faites de paille autour desquelles des vêtements miniatures étaient enroulés. Ils représentaient une vieille femme et une fille. Les vêtements de la vieille femme étaient carbonisés, tandis que la jeune femme avait une épingle collée à sa poitrine. Lucia sursauta. Son cœur se mit à battre follement. En un éclair, elle comprit tout. Des rituels de magie noire y avaient été exécutés et les poupées la représentaient, elle et sa grand-mère. Il était évident que quelqu'un voulait les voir souffrir, sinon mort. Qui cela peut-il bien être? Une seule personne aurait pu y descendre. L'église au-dessus était maintenant fermée, interdite aux fidèles pendant plus d'1 an, et dont la crypte ne pouvait pas être atteinte depuis la cathédrale. Le passage avait parcouru était fermé par une porte constamment barrée. Et la clé n'avait que son oncle, le cardinal, l'inquisiteur en chef Artemio Baldeschi. Bien sûr, il était trop longtemps qu'aucune exécution n'avait eu lieu à Gizeh. Le dernier pieu avait été allumé si plus tôt, celui dans lequel Lodomia avait perdu la vie. Désormais, le cardinal devait étancher sa soif, son désir des victimes, son désir d'assister à la souffrance et à la mort directement sous ses yeux, sous son regard. Oui, car contrairement à la majorité des inquisiteurs qui, une fois la sentence prononcée, remettaient la victime aux bras séculiers de la loi, évitant l'exécution de ceux qu'ils avaient condamnés. Artemio avait l'habitude d'assister à l'exécution. Au premier rang, en ramassant parfois la torche et mettant le feu à la pile. Il semblait avoir un goût sadique à voir sa victime se tordre dans les flammes. Il a continué à la fixer des yeux jusqu'au bout et pour une raison précise, capturer l'âme du condamné au moment même où il abandonnait son corps mortel. Assombrie par ses reflets, effrayée par ce qu'elle avait vu, Lucia attrapa la lanterne et se précipita dans les escaliers. L'esprit occupé par une seule peur, retrouverait-elle la porte ouverte? Et si son oncle se rappelait qu'il ne l'avait pas barrée et qu'il était retourné la fermer? Ou que se passerait-il s'il faisait exprès pour la faire descendre là-bas et l'enterrer vivante? Non, cela n'aurait pas été suffisant pour Artemio. Il devait voir la souffrance de sa victime en face. Ça n'aurait pas été comme lui de la laisser mourir là-bas. Il voulait juste lui faire peur et il l'a fait. La porte de bois était ouverte. Lucia sortit dans le hall, remit la lanterne là où elle l'avait prise. Elle ne daigna même pas un regard au Maroc et se précipita en plein air
sur la place toujours le cœur dans la gorge. C'était presque le coucher du soleil par une chaude journée de fin mai et la lumière rougeâtre du soleil donnait des couleurs spectaculaires à la magnifique place où l'empereur Frédéric II de Souabe était né plus que de 3 siècles plus tôt. Elle s'est dit qu'elle devrait rechercher la signification des symboles trouvés dans la crypte du journal de famille, dans ce précieux manuscrit que sa grand-mère lui avait donné. Mais maintenant, il devait se calmer et elle décida de se promener dans la ville. Elle traversa la place, atteignit le côté opposé, tourna à gauche et descendit le long de la Costa dei Longobardi pour atteindre la partie aval de la ville, où vivaient marchands et artisans. Les palais étaient moins somptueux que ceux de la partie haute de la ville, mais étaient néanmoins enrichis d'éléments décoratifs, avec des portails raffinés et des encadrements autour des fenêtres. Les façades étaient presque toutes ornées de plâtre, peintes dans des couleurs pastel comme le bleu clair, le jaune, l'ocre, l'orange pâle. Il ne restait pratiquement plus de briques apparentes comme pour les bâtiments majestueux du songe. Pour rappeler que ces résidences ont été construites grâce à l'argent gagné par ceux qui y vivaient, des écrits tels que « De sua pecunia ou sum lucro cogita, ingenio non sort » figuraient souvent sur les architraves des portails ou des fenêtres de premier étage. Au bout de la Costa dei Longobardi, en tournant à droite, vous pourriez bientôt rejoindre l'église dédiée à l'apôtre Pierre, construite par la communauté lombarde résidant à Jesi dans la seconde moitié du Xe siècle. Principi Apostolorum, MCCL 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4. Nous lisons au-dessus du portail. Ceux qui avaient gravé la date n'avaient plus beaucoup de mémoire sur la façon dont le nombre était écrit en latin. Ou peut-être ne l'avait-il jamais connu en tant qu'architecte d'origine byzantine, déjà habitué à traiter des chiffres arabes, beaucoup mémorisés. En face de l'église, le Palazzo dei Franciolini, à peine achevé, était la résidence du capitaine du peuple, Guglielmo dei Franciolini. Lui aussi avait fait fortune en tant que marchand, puisque, après la découverte du Nouveau Monde, de nouveaux canaux commerciaux avaient été ouverts et de nombreuses nouvelles marchandises avaient également atteint Jesi. Ceux qui en avaient pu en avaient profité et avaient réussi en peu de temps à accumuler des richesses considérables. Lucie s'arrêta sur le riche portail du palais, limité par 2 colonnes et quelques carreaux de grès carrés, décorés de représentations de dieux et de symboles de l'époque romaine. Selon toute vraisemblance, en creusant les fondations de la maison, des éléments décoratifs d'une maison appartenant à un patricien romain avaient été trouvés et ceux-ci avaient été réutilisés pour embellir le portail. Lucie a reconnu le dieu Pan, Bacchus, la déesse Diane, puis à nouveau les lits à 3 pointes et une étoile à 6 branches formée par 2 triangles croisés. Étrange, n'est-ce pas le symbole des Juifs? Et encore, une étoile à 5 branches, un pentacle,
Un dessin à 7 branches inscrit dans un cercle, semblable à tout point à ce elle avait vu juste avant dans la crypte. Ces derniers dessins ne pouvaient pas remonter à l'époque romaine et en effet, en observant attentivement les carreaux sur lesquels ils étaient réalisés, il a été constaté que ceux-ci étaient de caractéristiques différentes, plus récentes les unes que les autres. Réalisés peut-être à cet effet pour décorer le portail. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? Sur cette place coexistait le sacré avec le profane. D'une part, l'église dédiée au chef des apôtres, à Pierre, le premier pape de l'histoire du christianisme. D'autre part, des figures et symboles païens qui pouvaient accuser le propriétaire d'être un hérétique. Pourtant, l'oncle cardinal était en bon terme avec Franciolini. Même lui avait proposé son fils comme futur mari. Plus elle regardait ces symboles, plus Lucia pensait qu'il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. Peut-être que ce palais avait été construit au-dessus des ruines du temple païen et avait gardé ses particularités. Il essaya de se concentrer, d'ouvrir son troisième œil à la clairvoyance. Il invoqua son esprit pour le faire monter en flèche et scanner des éléments qu'il n'aurait pas vus autrement. Déjà dans ses mains en coupe, la boule semi-fluide multicolore se matérialisait quand la porte du palais s'ouvrit soudainement, montrant dans le sombre un jeune homme vêtu d'une armure de combat légère. Le chevalier tenait la bannière de la République de Gessina dans sa main droite, représentant le lion rampant orné de la couronne royale. Dès que les portes complètement ouvertes, il poussa le cheval à sortir, écrasant presque Lucia qui était là devant. La fille effrayée a perdu sa concentration et la sphère a immédiatement disparu. Le cheval, face à l'obstacle inattendu, se cabra, frappant à l'air avec ses pattes avant. Lucia sentit un sabot et une très courte distance de son visage, mais ne paniqua pas et fixa son regard dans les yeux bleu marine du chevalier, qui avait la visière du casque levée. À l'espace d'un instant, il se perdit dans ses yeux, le cheval se calma et le cavalier se retourna vers la demoiselle, fixant à son tour les yeux noisettes de la fille. Il y eut un moment de calme, de silence total. Le croisement des regards semblait avoir arrêté le temps. Qui était ce beau chevalier, prêt pour une bataille hypothétique pour la défense de sa ville? Était-ce Andrea? Si oui, elle aurait dû être reconnaissante à son oncle maléfique, mais peut-être que Franciolini a eu d'autres enfants. Il n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche, car au bout de quelques instants, les cloches de l'église de San Pietro se mirent à sonner, et celles de l'église de San Bernardo les rejoignirent progressivement, puis celles de San Benedetto et enfin celle de San Floriano. Jetant un dernier coup d'œil à Lucia, le chevalier a de nouveau éperonné le cheval, atteignant le Piazza del Palio voisine. L'immense espace ouvert à l'intérieur des murs, dominé par la Torione, dit Mezzogiorno. Bref, d'autres chevaliers d'armes se sont rassemblés autour de celui qui tenait la banderole à la main. Puis les gens
sont arrivés à pied armés d'arbalètes, de poignards et de toute autre arme pouvant être utilisée contre l'ennemi. Le peuple d'Ancon nous attaque, a crié le noble Franciolini. Nos guetteurs de Torrione, del Montiroso, les ont vus. Aujourd'hui, 30 mai 1517, nous nous préparons à défendre les murs de notre ville. Toutes les portes étaient fermées. La plupart des hommes à pied prenaient les créneaux, tandis que les chevaliers se pressaient sur la place de Portavala, prêts à sortir contre l'ennemi. Mais pour cette nuit-là, l'arme d'Ancon, dirigée par le duc Berengario di Montacuto, ne s'est pas approchée de Jesi. Elle est restée campée plus en aval, à quelques lieues de la ville de Monsano, à moitié cachée dans la brousse riveraine près des rivières Essino. Pendant quelques jours, la laide est restée. Au crépuscule, les sculptures atteignaient les gradins. Pour renforcer la garde habituelle confiée à quelques guetteurs, et depuis les murs, l'appel d'une chanson retentissait que, pendant plusieurs années, la population, il ne s'y sentait plus. La trompette sonne que déjà la journée finit. Déjà la chanson est montée après le couvre-feu. Là-haut, surveillés, gardes armés jusqu'au tour. Ici, attention, regardez en silence. Le capitaine du peuple avait imposé un couvre-feu à la citoyenneté. À 9 heures du soir, quiconque se montait pas sur les remparts des murs devait se retirer strictement dans la maison. Mais la garde allait bientôt tomber. Pour la soirée du 3 juin, une fête était prévue au Palazzo Baldici, au cours de laquelle sera annoncé l'engagement de la nièce du cardinal, Lucia, avec le cadet de la maison, Franciolini. À cette époque, chaque fois que Lucia rencontrait les yeux de son oncle, même si elle était incapable de lire dans ses pensées, elle ne voyait qu'un seul mot dessiné sur son visage. Trahison. Mais il ne pouvait pas comprendre quelle interprétation donner à ce mot, à la fois si simple et complexe. Chapitre 2. Guglielmo de Franciolini, capitaine du peuple de Jesi, était un sage administrateur et il savait bien qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser une somptueuse fête juste au temps où l'ennemi était aux portes de la ville. Mais il ne pouvait pas aller contre le cardinal. Ravivant à nouveau les désaccords entre les autorités civiles et ecclésiastiques. Quelques années plus tôt, le palais du gouvernement avait été achevé et inauguré avec la bénédiction du pape Alexandre VI lui-même, qui avait accordé aux citoyens de Jesi de continuer à orner le lion de la couronne royale. Aussi longtemps que la ville et la campagne autorisées ecclésiastiques, à tel point que sur la façade du bâtiment, on pouvait lire au-dessus du symbole de la ville, l'inscription Res Publica Asina Libertas Ecclesiastica. MD et dont le tristement célèbre pape Rodrigo Borgia avait accordé une certaine liberté à la République de Jesina, donc elle se soumettait encore au pouvoir de l'Église.
Avec cet accord, les habitants de Jezi ont également été épargnés des horreurs perpétrées dans le reste des marches par le fils du pape, César Borgia, qui avait proposé de devenir le seigneur absolu de la Romagne, de l'Ombrie et des marches avec férocité et trahison. C'était du passé. Il y a près de 20 ans, même en tout cas, Guglielmo devait respecter les accords. De plus, c'est précisément l'engagement de son fils Andrea avec la nièce du cardinal qui a encore scellé l'accord entre les Guelfes et les Ghibellines de sa ville. Après tout, l'ennemi avait campé pendant quelques jours sur les rives du fleuve, beaucoup plus en aval, et ne montrait aucun signe du mouvement. Sur ces nuits de couvre-feu, les guetteurs et les environs n'avaient remarqué aucun mouvement. Les feux du bivouac du camp étaient clairement visibles, presque allumés toute la nuit par les habitants d'Akron. La peur non infondée de Guglielmo et de son fils Andrea était que tout cela était un truc. Peut-être que les ennemis attendaient des renforts pour attaquer, ou peut-être attiraient-ils l'attention des Jésiens sur ce petit camp, tandis que le gros de l'armée apparaît ailleurs. Le jeudi après-midi 3 juin avait été particulièrement chaud. Alors que Guglielmo se préparait pour la cérémonie, aidé par certains domestiques à porter des robes de brocart élégantes et colorées, ce qui contribuait à augmenter considérablement sa production de sueur. Il finit de donner les ordres au commandant de ses gardes. À partir des vêpres, toutes les portes de la ville doivent être fermées. Également installer des chaînes sur les routes principales, de sorte qu'en cas de raid ennemi, sa progression soit entravée. Le lieutenant l'interrompit. Le cardinal a donné des ordres contraires, monseigneur. Il veut que toutes les portes de la ville soient laissées ouvertes pour que les nobles qui résident à la campagne aient un accès facile à la ville, pour rejoindre son palais et la fête. Nous ne pouvons pas le contredire. Renforcez le garde sur les murs, cria le capitaine en frappant du poing sur la table pour souligner son ordre. Ici aussi, je doute que je puisse le faire. Le cardinal, pour des raisons de sécurité, souhaite que la plupart des gardes armés soient déployés autour de son palais. Le cardinal. Guglielmo devenait violet de colère et de chaleur. On risque donc de remettre la ville à l'ennemi, qu'il en soit ici, mais nous fermerons toutes les portes de la ville au crépuscule. Nous ne laisserons ouverte que la Porta San Floriano, d'où les retardataires pourront facilement rejoindre le Palazzo Baldeschi. Nous n'avons jamais été attaqués depuis la partie ouest de la ville. L'ennemi attaque toujours de Val, venant de la plaine d'Essino. Il est difficile pour une armée de venir des collines. De plus, à l'ouest des murs sont très hauts et immédiatement à l'intérieur de Porta San Floriano. Nous avons un fort après une bombe pour plus de défense. Préparez mon cheval et appelez mon fils. Il est temps de partir. Nous défilerons en procession avec des chevaux, attelés dans les rues du centre avant d'atteindre le palais du cardinal. Des rôtis de la variété la plus disparate de gibier, soupe, salade et pâtes avaient déjà été disposés en fin d'après-midi
sur la grande table où les convives s'asseyaient. Le cardinal tenait Lucia par la main, tandis que les serviteurs saupoudraient des rôtis, en particulier les grues, les paons et des cygnes, de jus d'orange et d'eau de rose, pour les rendre plus appétissants. Les filets de bœuf, une fois bouillis, étaient complètement saupoudrés d'épices et de sucre. Une attention particulière a été portée aux accompagnements, légumes de toutes sortes et toutes couleurs, qui, plutôt d'être mangés, servaient à ravir les yeux des convives et à dissimuler l'appétit dont des soupes de différentes couleurs étaient exposées. Les soupes qui étaient généralement servies comme dessert avaient un goût sucré, étaient assaisonnées de sucre, de safran, de graines de grenade et d'herbes. Le vrai bouillon, préparé en faisant bouillir un mélange de viande, de légumes et d'épices dans l'eau, était utilisé en entrée, surtout à la campagne et dans les châteaux de la noblesse paysanne. Le bouillon a été bu tandis que la viande retirée du bouillon, il était consommé séparément et servi par des herbes aromatiques. Le cardinal avait donné l'ordre au cuisinier de ne pas l'utiliser, alors qu'il avait plutôt cuisiné une nouveauté originaire de la cour de Charles VIII, des macaronis obtenus à partir de semules de blé modelées sous forme de vermicelle et habillés de sauce à base d'huile d'olive, beurre et crème. Sur 2 tables séparées, les gâteaux, les tartes aux pommes et la génoise, ainsi que les fruits, les pommes, les coings, les châtaignes, les noix et les baies avaient été disposés. Les vins dont les cruches étaient ceux typiques de la campagne, Verdicchio et Malvasia. Seules 2 cruches contenaient un vin rouge, un cadeau précieux offert au cardinal par le grand-duc de Porto-Novo quelques années plus tôt. Dans la table des desserts, cependant, le vin était de la Griotte provenant de la campagne de Moro d'Alba. Les invités commenceront à arriver dans quelques instants, dit le cardinal se tournant vers Lucie, la libérant enfin de la prise de sa main glacée. La jeune femme n'avait jamais pu comprendre pourquoi son oncle avait toujours des mains si froides, comme si le sang ne coulait pas sous sa peau. Pas même un contact prolongé avec le sien, beaucoup plus chaud, n'avait pu élever la température d'Artemio. Allons nous préparer. En disant cela, elle se retira dans ses appartements pour se déguiser en fanfare, tandis que 2 jeunes servantes s'approchaient de sa nièce. Il la menait aux toilettes, se consacrerait à elle, la faisant d'abord prendre un bain parfumé, puis la maquillait et enfin enfilait une somptueuse robe de soie verte. Tout en se laissant soigner, Lucia pensa aux yeux d'Andrea Franciolini. Et déjà, à ces jours-là, elle s'était renseignée et le beau chevalier dont elle n'avait croisé le regard que pendant un instant était sa fiancée. Et elle est tombée amoureuse de ses yeux, de son visage, de son allure. C'était comme s'il y avait toujours eu une affinité alchimique avec lui. Elle le sentait déjà parti d'elle-même, parti de sa propre âme. Tout son corps vibrait à l'idée qu'elle pourrait bientôt lui parler, mieux le connaître, le regarder dans les yeux, ce qui ne lui cacherait certainement rien.
Lorsqu'elle regarda par la fenêtre de la pièce, mais il ressentit une sensation étrange. Le ciel de cette longue journée qui se tournait vers le coucher du soleil était plombé. Un manteau de muginesse, d'humidité, a saisi la ville, lui insufflant le sentiment que quelque chose de mauvais allait se passer à court terme et que ce quelque chose aurait aussi des répercussions à long terme. Mais quoi? Il ne pouvait pas s'en remettre, même avec ses pouvoirs de clairvoyance. L'esprit de l'oncle, comme d'habitude, avait également été hermétiquement scellé ce jour-là, mais quand il le regardait dans les yeux, un seul mot résonna dans sa tête. Trahison. Pourquoi? Il aurait aimé que sa sphère se matérialise, la jette haut dans le ciel pour qu'il puisse voir qu'il ne lui cacherait certainement rien. Il regarda par la fenêtre de la pièce, mais il ressentit une sensation étrange. Le ciel, mais elle ne pouvait pas le faire pour le moment, devant des témoins. Tandis que la grande servante, blonde, finissait d'attacher sa robe derrière son dos, la plus petite aux cheveux noirs lui faisait porter les bijoux, colliers et bracelets en or et pierres précieuses fabriqués par le cardinal, spécialement pour elle par les orfèvres de l'école. Lucaiolo. À ce moment, Lucia se sentit comme un évanoui. Elle ressentit un pincement au cuir, comme si quelqu'un la poignardait avec un poignard ou une épée. Elle se fongra sur sa chaise, perdant connaissance un instant. « Madame, comment vous sentez-vous » La voix de la servante brune atteignit ses oreilles étouffées. « Ce n'est rien, ce n'est que la faute de la chaleur, de cette chaleur maudite et de l'émotion. Je vais déjà mieux. » Lucie n'avait pas associé sa sensation à ce qui, peu de temps en temps après, se passerait à une courte distance de son palais à sa bien-aimée Andrea. Le bourreau de l'attaque barbare de ce jour-là étaient les soldats de Francesco Maria della Rovere, duc de Montefeltro et ancien porte-étendard de l'Église. Depuis que le nouveau pontife Léon X l'avait dépouillé de son état, il avait engagé des soldats espagnols et gascons comme mercenaires après avoir pillé de nombreux châteaux consacrés au pape. S'était dirigé vers Jesi afin de conquérir cette place forte papale avec l'aide du peuple d'Ancône dirigé par le duc de Montacuto et grâce au soutien secret du plus haut bureau ecclésiastique de la ville, le cardinal Baldeschi. Comme promis par le cardinal, les soldats venant des collines à l'ouest de Jesi trouvèrent la Porta San Floriano ouverte, se trouvèrent facilement juste à côté des gardes du fort, attaqués par surprise, et se retrouva bientôt sur la Piazza del Mercato, juste au moment où la procession des nobles Franciolini venant de la Via del Poteghe arriva sur la même place. Franciolini et ses hommes n'étaient pas prêts au combat. Ils ne portaient aucune armure. Ils allaient à une fête et n'avaient que des armes légères avec eux. « Trahison !» cria Guglielmo en descendant de son cheval et en affrontant un Espagnol armé d'épée avec un petit poignard. « Enchaînez les routes,
Ne les laissez pas aller vers la vallée, où ils ouvriront les portes à l'armée d'Ancon, et nous serons coincés entre deux pinces. » Seulement, avec la force de ses bras et son poignard court, il avait déjà renversé 2 Espagnols, les laissant dans une mare de sang. Guglielmo était un combattant habile et n'a pas tardé à déplacer l'ennemi. Dès qu'il a vu l'adversaire hésitant, il a planté le couteau dans son cœur, puis l'a sorti, a nettoyé la lame de ses vêtements et a recommencé à se battre. Les avant-gardes ennemis ne portaient aucune armure et il était facile de les surmonter. Mais les ennemis sont sortis de la Via del Fortino par dizaines, par centaines, comme une rivière en creux dont les rives ne peuvent retenir les eaux. Un avare l'écrier espagnol a visé et a pointé son arme sur Andrea, qui était toujours fier de son cheval. Le jeune homme s'était retrouvé dans le feu de l'action à d'autres moments et n'avait pas donné de poids au fait qu'à ce moment-là, il ne portait pas d'armure, mais une robe en brocart colorée. Il a enlevé son cheval pour jeter dans la mêlée lorsqu'il a été touché à la cuisse droite. D'autres flèches atteignirent à la fois le cheval et le cavalier. Andrea est tombé au sol avec un moins 4 fléchettes le perçant. Son cheval, touché à la poitrine, s'est écrasé sans vie sur lui. Il a essayé sans succès de s'échapper de la masse de l'animal lourd, mais sa force lui manquait. Guglielmo, remarquant que son fils, qui avait été renversé, se tourna vers lui, se distrayant du combat et tournant dangereusement le dos à l'ennemi pour aller l'aider. Il a vu les paupières d'Andrea plus bas, l'a appelé mais n'a obtenu aucune réponse. Il s'est rendu compte que son cadet était en train de s'évanouir, peut-être qu'il allait mourir. Juste à ce moment-là, une longue lame le transperça, pénétrant par derrière son dos, se faufilant entre les côtes, déchirant le cœur et s'échappant de sa poitrine. Accompagné d'un puissant jet de sang, Guglielmo écarquilla les yeux qui, au moment de sa mort, fixaient toujours le brave fils mourant. Ayant facilement surmonté cette petite poignée d'hommes, Espagnols et Gascons, se sont répandus dans les rues de la ville. Certains sont montés via del Poteg jusqu'à la Porta della Rocca, surprenant les soldats de garde, les tuant et ouvrant la porte. D'autres descendirent dans la vallée pour ouvrir la Porta Valle et la Porta Cistercia et faciliter ainsi l'entrée dans la ville de l'armée d'Ancône, qui n'attendait que ce moment depuis des jours. Bien que pris par surprise, les habitants ont tenté d'organiser une défense à l'intérieur du centre habité, sur l'impulsion de certains nobles, en particulier par Fiorano Santoni, qui a immédiatement rassemblé un escadron de personnes qui enchaînaient les rues comme arrangé par le Capitano del Popolo, s'il s'est préparé à combattre l'ennemi dans les rues, les ruelles et les places. Mais ces derniers, grâce à la contribution des citoyens d'Ancône, étaient trop nombreux et les Gicini, découragés par les cris et les pleurs des femmes et des enfants, abandonnèrent la défense. Surtout les mercenaires à la solde de Francesco Maria della Rovere avaient soif de raids et les habitants. Considérant qu'ils n'avaient pas pu sauver leur patrie, ils ont essayé au moins de sauver leurs biens, mais même en cela, ils ont échoué.
Les riches gentilshommes ont été faits prisonniers et leurs femmes, qui avaient cherché refuge avec des bijoux dans les églises. Ils se voyaient rejoints par les Espagnols jusque dans les lieux sacrés où ils ne dédaignaient pas de les dépouiller de ce qu'ils étaient précieux et de les violer. À un certain moment, une femme, une certaine Eleonora Carotti, à l'allure hautaine et masculine, a réussi à gifler un Gascon qui plaçait ses mains dans sa poitrine pour enlever les bijoux qu'il y avait cachés et en même temps en profiter pour la peloter. Il s'est retrouvé entre lui et un autre groupe de soldats espagnols. Si le Gascon giflé était stupéfait sans réagir, les autres n'avaient certainement pas perdu courage. Ils avaient débarqué la demoiselle, ils l'avaient dépouillée de ses vêtements et s'assurant qu'elle était une femme à tout égard. Ils l'ont violée les uns après les autres, gardant un couteau à la gorge. Le dernier soldat, parvenu à son mauvais plaisir, coula le couteau, lui tranchant la gorge sans pitié. Le limogeage de Jay-Z a duré 8 jours. De nombreux bâtiments ont été incendiés, certains avec les habitants à l'intérieur, condamnés à brûler vifs à l'intérieur de leur maison, coupables du fait que les pillards n'avaient pas trouvé assez d'argent ou d'objets de valeur à emporter. Il n'y avait aucun respect, même pour les choses sacrées, ni pour les choses religieuses, et de nombreux prêtres étaient torturés afin qu'ils confessent dans quel endroit secret ils avaient caché les ornements des églises. Le limogeage s'est étendu à toute la campagne et aucun endroit, ville et campagne, n'a été épargné. Le palais Baldeschi, qui était resté fermé tout le temps, a ouvert le 8e jour ses portes au grand-duc Francesco Maria della Rovere et au duc Berengario di Montacuto, qui ont été accueillis pour un entretien par le cardinal. Ce dernier s'était en effet arrogé le droit de négocier la reddition avec ses adversaires. La plus haute autorité civile ou ecclésiale de la ville n'étant plus présente dans la ville. Après que les serviteurs eurent offert du vin, des griottes et des bonbons à base de raisins secs sur un signe du cardinal, ils se retirèrent, enfermant seuls les 3 hommes dans le bureau. Vous avez dépassé toutes les limites. Les accords étaient que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.